Bienvenue dans Tribune Actu, votre magazine consacré à l'actualité liée aux questions de développement et de croissance sur notre continent. Chaque semaine, je reçois sur ce plateau des journalistes, des personnalités acteurs au développement pour débattre autour d'un thème d'actualité. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau 4 invités. Mademoiselle Fadiga, juriste, bonjour. Bonjour, monsieur Assémian. Quel domaine? Droit des affaires. Et juste en face, je retrouve ma collaboratrice Nesmonde Dela. Bonjour Dela. Bonjour, c'est toujours un plaisir de retrouver d'autres téléspectateurs. À côté de Mademoiselle Fadiga, nous avons Joël Agoli. Joël Agoli, chroniqueur, aujourd'hui écrivain. Il est là sur ce plateau pour nous présenter une œuvre qui vient de commettre. Joël, La prison de l'amour, c'est cela? Oui, c'est bien cela. Ok. En face de toi, on retrouve notre ami Alès Kipré, qui est journaliste aussi et écrivain. Bonjour Alès. Bonjour Pater. Tribune Actu, c'est un thème de société plus une page culture. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans votre émission préférée. Tribune Actu, quand l'information s'invite chez vous. Tribune Actu, c'est le meilleur de l'actualité, sous tous ses thèmes, économie, sport, culture, société, politique. L'actualité commentée, décryptée et analysée par des professionnels de la communication et de l'information. Tribune Actu, le seul et l'unique talk show, parce que l'information précède le développement. Tribune Actu, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la femme africaine, la femme ivoirienne est aussi valorisée, promue dans nos sociétés? Je dirais qu'il y a des actes posés par des politiques et des personnalités de ce pays pour que cela soit réellement fait. Il existe certaines ONG, certaines activités du ministère de la promotion de la femme pour faire réellement la promotion de la femme ivoirienne et présenter l'implication de la femme dans le sphère sociale, économique et dans d'autres domaines de notre pays. Alors, dès lors, il existe depuis toujours un ministère de la promotion des droits de la femme. Si aujourd'hui on créerait un ministère de promotion des droits des hommes, est-ce que cela vous choquera? La question, ce n'est pas tant le choc que cela ferait, mais je pense déjà que les droits des hommes sont aussi défendus. Aujourd'hui, on parle plus de l'approche genrée pour tenir compte de l'homme et de la femme en même temps. Est-ce que vous pensez que le ministère des droits des hommes, ça vaut la peine? Bon, je ne pense pas que cela vaille véritablement la peine parce que, comme j'aime à le dire, nous ne sommes pas, nous les hommes, dans une logique victimaire. Voilà. Et donc, je ne pense pas que ce soit véritablement utile de le faire. C'est vrai que nous avons, nous aussi, des problèmes, mais bon, laissons cela à nos dames, voilà, qui se plaisent à revendiquer. Alès, un ministère des droits des femmes, à l'heure où nous avons eu des femmes qui sont allées sur la Lune. Pour moi, la femme, je le dis, je le répéterai toujours, la femme n'est pas un être à part. Parce que quand on naît, soit de sexe mâle ou de sexe femelle, il n'y a pas d'autres possibilités. Donc je ne vois même pas pourquoi créer un ministère de la femme, à fortiori un ministère de l'homme. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de violences qui sont faites aux femmes de nos jours. Je veux faire allusion à ces jeunes filles enlevées qui ont été privées de scolarité. Est-ce que vous pensez que tout cela ne mérite pas aujourd'hui qu'on élève la voix pour soutenir en fait la cause des femmes? L'élever la voix, je suis d'accord, hein, pour crier, pour se plaindre, pour revendiquer. Mais ce que je trouve pas juste de faux, c'est les cibles. Lorsqu'on dit que la femme est brimée, on a l'impression systématiquement que c'est par l'homme. Je vais prendre le cas de l'excision. Je vais prendre aussi le cas de la scolarisation. Lorsqu'une fille est excisée, ce n'est pas le fait d'un homme. C'est souvent même le fait d'une femme, d'une mère qui pousse sa fille à aller se faire exciser. Souvent aussi le fait d'une exciseuse qui va priver la fille de cet organe-là. De qui d'autre? De complices, de femmes complices, c'est-à-dire des femmes qui perpétuent même cette tradition-là. C'est pareil pour la scolarisation. Il n'y a pas que des hommes qui empêchent des filles d'aller à l'école. Des mères empêchent leurs filles d'aller à l'école. Des fois, des enseignantes ne vont pas à la recherche d'enfants dans les zones où il y a scolarisation. Plus grave, il y a des établissements à l'intérieur du pays
qui ne sont pas fournis d'enseignants. Il y a les enseignantes qui refusent d'aller dans le nord du pays, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle, pour pouvoir enseigner. Elles estiment qu'elles doivent enseigner, par exemple, à Abidjan, parce qu'elles sont un peu feutrées, c'est des filles de certains genres, elles sont un peu urbanisées, elles sont remplies de civilité, ce qui fait que ces contrées-là sont trop rigides, trop dures, trop agressives pour elles. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Se comporter comme ça revient, c'est vrai, à frapper un peu la femme d'ostracisme, mais ce n'est pas le fait des hommes, c'est ça qui me gêne. C'est le fait des hommes, grand H, donc aussi bien de la femme que de l'homme. Donc je ne crois pas qu'il y ait des hommes, donc des mâles, qui passent leur temps à chercher à priver la femme de scolarité, qui passent leur temps à exciser les jeunes. Non, le débat il est un peu mal posé, à mon sens, je peux me tromper. Je vais donner mon avis. Je comprends Alex, hein, je sais son opinion concernant ce sujet déjà, mais il faut le dire, il y a une différence qui est là. Elle est là palpable, une différence biologique qui fait déjà que l'homme il a une pilosité remarquable, il est fort physiquement. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui le sont aussi, hein, mais déjà du point de vue biologique même, il y a une différence. Mais cette différence-là ne veut pas dire que nous allons vraiment en guerre, ce n'est pas la guerre. Et cette différence fragilise déjà la femme. Et de ce fait-là, elle subit certaines discriminations. C'est vrai, ces discriminations sont souvent le fait des femmes elles-mêmes, mais bien souvent d'hommes aussi, les violences sexuelles sur les femmes. Parce que la femme n'a pas assez de force pour résister physiquement et le viol arrive. Donc, partant de ce point de vue déjà, pour parler même de cette question-là, un ministère de la femme a ses raisons d'exister. Il y a tellement de challenges pour une nation. La femme, c'est tout un programme. Et c'est donc normal qu'un État, en tout cas dans son fonctionnement-là, prévoit un ministère de la femme pour s'occuper des problèmes de la femme, de la famille. Parce que la femme aussi, elle est à la tête de la famille et des enfants. Je pense que, en tout cas, vous dites que la femme, c'est tout un programme. Et l'homme, qu'est-ce que c'est? À côté de l'homme, la femme est tout un programme. Mais l'humanité n'a pas suffisamment fait pour la femme. On n'a pas suffisamment fait pour la femme. C'est le moment d'aller sans retenue. Alors aujourd'hui, il y a certains groupes qui refusent l'accès aux femmes à la scolarisation, mais on constate que, je veux dire, me basant sur certains chiffres et sur certaines enquêtes faites par certains organismes, que les femmes réussissent mieux à l'école que les hommes. Vous avez Moi, je voulais juste apporter un additif sur différents points. C'est vrai qu'il y a un ministère de la femme, mais rectifions. Il y a un ministère de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant. Ce n'est pas un ministère qui s'occupe, qui est carrément femme-femme, point. C'est pour la promotion de la femme. Pourquoi un ministère pour la promotion de la femme? C'est parce que des politiques et des gouvernants ont constaté qu'il y avait un réel problème sur le sexe féminin, en guillemets, le sexe faible. Je n'adopte pas cet esprit de sexe faible. Pourquoi? Parce que si nous voulons considérer la femme comme un sexe faible, c'est réduire la femme à moins que rien. La femme a toujours été, et moi je considère la femme comme le sexe fort, je le dis haut. Et je le dirai fort, n'importe où. Parce que, comme on le dit souvent dans notre religion, ce que femme veut, Dieu veut. Pourquoi? Parce qu'il faut que la femme prenne conscience de son importance. Il faut que nous, femmes africaines, on commence à avoir de l'audace. Juste par ça, nous pourrons réellement émerger. Monsieur Kipré est en train de nous faire des gestes pour dire que mademoiselle Fadila raconte des choses, mais parce que je suis femme et je sais de quoi je parle en tant que femme. Revenons à votre question. Il y a certains groupes qu'on nommerait des extrémistes pour des actions, considèrent que la place de la femme, c'est à la maison. On dirait que ces derniers agissent, ils le diront, par connaissance de leur religion, mais pour moi, pratiquante de cette religion, je connais l'importance de la femme dans la religion qu'ils pratiquent.
et je sais dans les livres saints l'importance accordée à la femme. Aujourd'hui, nous constatons, moi vraiment, je constate qu'aujourd'hui, il y a une réelle avancée sur ce point-là. La jeune fille, aujourd'hui, va à l'école. C'est vrai que c'est difficile dans certaines zones. Je dirais, dans le nord de la Côte d'Ivoire, par exemple, dans les zones rurales, l'accès à l'éducation pour la jeune fille est encore difficile. Mais c'est pour cela qu'il faut faire la promotion de l'éducation. Et la promotion de l'éducation de la jeune fille, de la petite fille, qui est réellement important. Seulement par l'éducation, la femme pourra avoir son indépendance. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, je suis réellement fière de voir des taux superment élevés en regardant des taux il y a 10 ans, 15 ans et 18 ans aujourd'hui, où ces taux de la petite fille scolarisée étaient beaucoup plus faibles. Mais on peut mieux faire. Et pour cela, il faut qu'on continue à mettre l'accent sur l'éducation de la jeune fille. Alors, Alès, à l'école, les filles vous damaient le pion? Je ne veux pas personnaliser le débat, je n'ai pas été un élève exclusivement brillant, mais j'étais assez bon élève quand même. Mais ce n'est pas moi le problème. La façon dont est présenté le sujet m'embête encore. On parlait de scolarité, est-ce que les jeunes filles sont scolarisées vu le taux de réussite, ainsi de suite. Il ne faut pas voir le nombre de filles scolarisées. Parce que déjà, de façon démographique, il y a plus de femmes que d'hommes, déjà. Dans certaines matières, il y a une propension à avoir des filières au départ littéraires. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, quand vous allez voir des juristes, quand vous allez voir des journalistes presse écrite, effectivement, vous allez voir des femmes. Vous allez voir des femmes. Vous allez voir, je n'ai pas fini, comme je suis en train de commencer, que je suis encore arrêté par une femme qu'on trouve être, puis on parlait de sexe faible et sexe fort. Il n'en est rien. Pourquoi vous voulez qu'un sexe soit fort? Le sexe n'est pas là pour exprimer une force. Non. Non, une faiblesse. Donc, je vais vous renvoyer au livre de Simone de Beauvoir, elle a parlé du deuxième sexe. Je préfère déjà. Mais le sexe fort, le sexe faible, on est toujours encore dans cette idée de rivalité, de supériorité. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous donner l'exemple de derniers sondages. Au niveau de la littérature, par exemple, les derniers prix littéraires qui ont eu lieu, ce sont des femmes qui ont remporté les prix. Je prends le prix Caïcédra, c'est une femme qui a remporté. L'année dernière, le prix Ivoire, c'est une femme qui a remporté. Est-ce que les hommes doivent alors se dire oui, on est discriminé, alors qu'il y a autant, sinon plus d'auteurs hommes? On ne pose pas le problème en tête. Nous sommes toujours heureux de voir ces choses-là. Dès qu'une femme... constate que ce sont les femmes qui sont plus en fait portées vers les filières. Je parlais de démographie. J'ai parlé de démographie. Elles sont plus nombreuses. Ouais. Elles sont plus nombreuses. Ça veut dire qu'il y a un homme pour 4 femmes. Un homme pour 4 femmes. Oui, d'accord. J'aimerais intervenir. Voilà, si un homme pour 4 femmes, c'est sûr qu'il y aura plus de femmes dans certaines filières, c'est sûr. Oui, mais justement, vous avez évoqué le fait que lors de la proclamation de certains prix littéraires, ces derniers temps, ce sont des femmes qui ont été primées. Mais je reviens un peu à la base par rapport au choix des filières déjà dès la base. Parce qu'on constate que les jeunes filles sont plus portées vers les filières littéraires. Est-ce que cela étonne guère qu'aujourd'hui une femme soit primée pour un concours littéraire? Non, ce n'est pas tant le fait qu'elle soit primée, c'est le fait que les hommes aient accepté cela sans en faire un problème. C'est naturel qu'une femme... On a cherché à primer des écrivains. On n'a pas dit non, ce sont des femmes. Je l'évoque simplement parce que nous sommes en train d'en parler. Mais je n'y pensais même pas de voir Tadi, ni Roussom Hayat être en train d'être pleuré. Moi, je vois un écrivain. Pourquoi, quand je suis en face d'une juriste, je me dis, ah, c'est une femme? Pourquoi j'ai une collègue, une consoeur qui est au service société, ah, c'est une femme? Je ne peux pas réfléchir comme ça. C'est un être humain, c'est un journaliste que je croise, c'est un juriste que je croise, c'est une femme entraîneur de foot que je croise. Pourquoi vous voulez que j'aille jusqu'à scruter ses origines hormonales? Je n'ai pas ce temps-là, je ne peux pas m'être préoccupé par cela. L'intelligence n'a pas de sexe. Voilà. La compétence n'a pas de sexe. Arrêtons de chercher toujours le sexe de ceux qui réussissent. Joël. Et moi, j'abonderai bien entendu dans la même direction que Kipré. Je voudrais dire qu'il y a un problème. Dire que
c'est rentrer dans un cliché que de dire que les femmes s'orientent volontiers vers des filières littéraires et autres. Ce sont des clichés. Moi, je pense qu'il faut laisser tomber ces clichés parce qu'on a des femmes aujourd'hui qui sont professeurs de mathématiques à l'université. Voilà, il faut laisser tomber ces clichés. Comme il le disait, l'intelligence n'a pas de sexe. Ce n'est pas parce qu'on va constater sur 1 année, 2 années, 3 années que les femmes auront été brillantes qu'elles sont plus intelligentes que les hommes, ou qu'on constatera le contraire qui voudra dire que les hommes sont plus intelligents que les femmes. Nous sommes, comme Delors le disait tout à l'heure, constitués de façon différente. Nous avons différentes manières de fonctionner, nous avons différentes approches. Mais ne nous disons pas qu'il y en a qui sont plus intelligentes que d'autres. Moi, je veux dire quelque chose. Je crois que c'est Simone de Beauvoir qui disait « Une femme qui se croit intelligente réclame les mêmes droits que l'homme. Une femme qui l'est, y renonce. » Je vais commenter cela. Ça paraît choquant, mais moi je pense que c'est une vérité parce que la femme n'a même pas besoin de revendiquer ce qu'elle possède. Prenez simplement la cellule familiale. Comment fonctionne la majorité des foyers avec le père, la mère et les enfants. Moi je dis toujours, j'aime prendre cette image-là. Le père est le président de la République. Et la femme est le Premier ministre. C'est le père qui détient le pouvoir, mais c'est la femme qui l'exerce. Voilà. La femme a beaucoup de moyens à sa disposition. Donc je suis d'accord avec vous quand vous dites que la femme est le sexe fort, mais quand on est le sexe fort, est-ce qu'on a besoin d'un ministère pour se défendre? Joël. Je vous dis que c'est vrai, on ne va pas finir sur ce plateau avec la question de la dualité homme-femme. C'est un débat qui a existé de tout temps. Mais je voulais rebondir sur la scolarisation de la fille. Tout à l'heure, on a relevé le fait que les taux aient augmenté. Effectivement, parce qu'on a fait l'expérience. Aujourd'hui, quand on cherche même les nounous, quand on parle des filles de maison, d'habitude, les femmes en général veulent des petites filles. Ce n'est plus possible. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur ce dossier-là et j'ai fait le tour, par exemple, des maisons de placement pour constater. On dit, aujourd'hui, les petites filles vont à l'école. Il y a des femmes qui se battent dans des ONG pour scolariser, pour sensibiliser pour la scolarisation de ces filles-là, les filles de Bondoukou et autres. Mais le chemin est encore long, parce que le taux d'achèvement du cycle primaire même déjà, à partir de la classe de CM2, les grossesses précoces en milieu scolaire, font que les filles restent sur le carreau, elles restent à la maison. Donc dans le taux d'achèvement déjà, il y a problème. Il faut poursuivre la sensibilisation, il faut continuer le combat. Oui, il faut poursuivre le combat de la sensibilisation. Laissez-moi finir. Moi, je ne suis pas venue ici pour proclamer la fin des hommes ou dire que les hommes sont à la cause des malheurs. On ne dirait pas. Des femmes. Et donc, il faut poser des problèmes de manière sereine et chercher des solutions. Donc aujourd'hui, les petites filles, le taux d'achèvement de la petite fille, vraiment pour avoir travaillé sur ce dossier-là, je sais que les filles n'arrivent pas loin. À partir de la classe de CP2, CM1 surtout, CM1, CM2, après l'entrée en 6e, quand elles échouent, elles retournent surtout dans les milieux ruraux. Donc il y a du travail à faire, il faut poursuivre la sensibilisation, et poursuivre la sensibilisation, c'est poursuivre le combat. Alors, tout à l'heure, tu l'as dit, les filles n'aillent pas loin. Est-ce n'est pas dû au fait que, encore dans nos traditions, on considère qu'une femme n'a pas droit en fait, d'aller à l'école, elle est destinée à se marier, à faire des enfants. C'est des clichés. C'est des clichés. Justement, c'est réellement des clichés. Vous comprenez, lorsque vous vous rendez dans nos villages et tout, la jeune fille a une autre éducation. Je m'explique. L'éducation de la jeune fille, c'est quoi? Il faut savoir préparer, faire la cuisine. Il faut savoir tenir un foyer. Il faut savoir soutenir son mari, son foyer et tout ce qui va avec. L'éducation, comme nous appelons aujourd'hui aller à l'école, que les parents appellent l'éducation de blanc, on se dit que cette éducation n'est pas nécessaire pour la petite fille. Parce que cette dernière va se marier, épouser un homme, il faut qu'elle soit une femme. Pour eux, la femme, c'est celle qui sait tenir un foyer. Mais aujourd'hui, cette femme qui sait tenir de foyer a besoin d'avoir une éducation, comme le disent nos parents, l'éducation des blancs.
Parce que cette petite fille... Mais généralement, en fait, les femmes qui arrivent à concilier les deux sont quand même... on n'en trouve pas beaucoup. Hein. Ben si, on en trouve ces femmes qui arrivent à concilier ces deux. Parce que les hommes restent tout le temps à dire... Souvent même, c'est vrai, monsieur Kipré, monsieur Agoli sont en train de dire non, quand une femme réussit, c'est une femme, point. C'est un être humain qui a réussi. On ne regarde pas si c'est une femme ou c'est un homme ou c'est une personne d'un autre sexe et tout. Mais ça, c'est ce qu'ils lui disent. Quand ils sont entre eux, hommes, il y a un autre discours qui se tient. Vous êtes absent, comment vous savez? Non, comment on le sait? Parce qu'il y a des hommes comme vous qui croient aux femmes, qui se disent que, écoutez, si aujourd'hui on a une femme qui a des compétences requises pour avoir un poste de président de la République, pourquoi ne pas croire en cette femme? Mais dans ce même groupe, il y a des hommes qui disent, écoute, c'est une femme, elle a un foyer, elle a des enfants. Tu veux qu'une femme qui doit s'occuper de son enfant qui va pleurer ou de sa fille qui sera à l'école, qui va prendre le téléphone pour appeler maman, dirige un pays ou gouverne un pays? Moi, je dis, mais écoute, tu es fou. On a quand même des exemples. Mais justement, on a des exemples. Mais moi, je vous... Justement, on a des femmes qui ont réussi dans ce domaine. Mais tout ce que nous demandons aujourd'hui, lorsqu'on crée un ministère de la promotion de la femme, c'est qu'il y ait des hommes pour soutenir cette pensée. Cette pensée de promotion de la femme. Il faut qu'il y ait des hommes pour soutenir ces femmes qui réussissent et qui ont des compétences. Moi, je veux vous poser une question. Vous connaissez Golda Meir, Premier ministre israélien, Margaret Thatcher, qu'on a surnommée la femme de fer. Est-ce que vous connaissez leur histoire? Vous savez comment elles ont fait pour arriver à ce niveau? Non, mais on n'a pas besoin de créer un ministère. C'est la volonté qui nous conduit là où nous devons arriver. Il faut avoir de la volonté. Je suis d'accord. La femme est un ministère qui est juste là parce qu'il faut mettre la femme au devant parce qu'il y a un problème. Non, c'est un ministère qui a été fait juste pour vous contenter. Mais si vous remarquez bien, depuis que ce ministère est là, quelle avancée vous pouvez tirer de l'action spécifique de ce ministère? Je pense que voilà. Mais la nouvelle loi sur le mariage, il y a des combats qui sont gagnés. Non, mais elle a dit quelque chose de très intéressant. Laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. La nouvelle loi sur le mariage. La nouvelle loi sur le mariage. Pourquoi diantre les femmes s'entêtent à vouloir comprendre que c'est une loi qui leur est favorable? Non! C'est une loi qui met les deux époux sur le même pied d'égalité. Elle n'est pas favorable à la femme. Elle n'est pas favorable à l'homme. C'est une loi qui dispose de ce que... Aujourd'hui, parce que nous avons Laissez-moi finir. On va laisser Joël aller au bout de cette... On va aller, Joël. On va laisser Joël à une femme dans un foyer. Moi, j'aimerais que l'on laissons Joël aller au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Ce n'est pas une loi. Non, je suis désolé. Ce n'est pas une loi qui va on va laisser Joël terminer et puis après. Promotion de la femme parce qu'il y a des hommes comme lui qui sont là pour dire que ce ministère n'a pas lieu d'être. C'est un ministère qui est là pour dire. Moi, le débat n'a pas lieu. Le débat, laissez-moi aller jusqu'au bout du ministère. Laissez-moi aller jusqu'au bout de l'idée. Non, parce que M. Kipré veut supprimer ce ministère. Laissons tomber même le ministère. Voilà, on laisse tomber le ministère. Le débat n'est pas là. Laissons tomber le ministère. Parlons plutôt d'une question de mentalité. La nouvelle loi, bon, ce n'est plus une nouvelle loi, ça fait un bon mois qu'elle a été votée. Cette loi-là met au même pied d'égalité l'homme et la femme. Ils doivent concourir à la gestion des dépenses, des charges du couple à hauteur des moyens de ce que chacun a. Voilà. Mais pourquoi vous pensez que c'est forcément des hommes qu'on va contraindre? Moi, je suis convaincu qu'il y aura plus de femmes à contraindre. Parce qu'il s'agira de... Oui, non, c'est rien. Alors, laissez-moi aller jusqu'au débat. Non, ce débat, on aura l'occasion de mener ce débat. Je veux tout simplement que les femmes... C'est la fin de la paternelle qu'on applaudit. On aura l'occasion de mener ce débat. C'est du sexisme banal. On aura l'occasion de mener ce débat. Mais ce que je voudrais savoir... C'est du sexisme banal. Ce que j'aimerais savoir, Alex, est-ce qu'aujourd'hui, les violences que nous avons constatées sur le plan conjugal, les violences qui sont faites aux hommes, il y a de cela quelques années, en Côte d'Ivoire et en Afrique, même en Europe, est-ce que ces violences-là ont cessé de nos jours? Je pense qu'il y avait des violences. La plus grosse violence faite à l'homme, et moi je reviens, l'homme grand H, à la femme comme à l'homme, garçon comme fille, c'était le refus de la connaissance. Parce que
lorsque vous n'êtes pas instruit, lorsque vous avez du mépris pour la connaissance, tout le reste en découle. Et qu'est-ce que vous pensez des violences conjugales? Je pense que les violences conjugales, oui. Mais je veux dire, les violences conjugales viennent justement de l'ignorance, de la non-instruction. Une fois que vous êtes violenté de façon conjugale, il y a des voies, il y a des recours. Le savoir vous permet justement d'avoir des interlocuteurs corrects et de régler vos problèmes. La loi est là, il faut, je parle en présence d'un juriste, je ne dis pas une, je dis d'un juriste. Voilà. Donc la loi est là, il suffit simplement de pouvoir solliciter les ONG en question. À la loi, est-ce que vous pensez qu'il est quand même conseillé pour un homme de porter la main? Mais pourquoi en violence conjugale vous pensez que c'est l'homme qui bat la femme? La femme peut battre l'homme. La femme peut battre. Ça arrive, cela arrive. Je vais finir. Mais généralement, on constate que ce sont mais comme j'ai la parole, est-ce que vous pouvez... Moi, je ne suis pas dans un combat, j'ai la parole, je voulais aller jusqu'au bout. Je vais, parce que je n'aurai pas la parole tout de suite. Tout à l'heure, avant de revenir donc à la violence conjugale, tout à l'heure, on parlait, et ça m'a amusé encore, de la femme à la cuisine. Mais combien aujourd'hui de ces femmes modernes la rentrent dans la cuisine? Elles donnent des instructions. Ce sont les servantes qui font à manger, on le sait. Elles vérifient, chauffent le plat. Tonton n'aime pas ça, tantine n'aime pas ça. Elles ne passent pas à la cuisine. Et beaucoup de restaurants marchent parce qu'on va prendre les poulets braisés, même le poisson braisé là-bas, ça se sert. Beaucoup de femmes connaissent tous les grands restaurants, elles savent où ça, cette femme-là fait bien poisson, à tchéké, ainsi de suite. Des choses qu'on peut faire à la maison. Toutes ces femmes-là savent où on fait le meilleur poisson, sauce, ceci, cela. Qu'est-ce qu'elles font dehors alors que la cuisine est à l'intérieur de la maison? C'est pas fini. Aujourd'hui encore, parlant de cuisine toujours. Aujourd'hui, parlant de cuisine toujours, il y a des chefs cuisiniers. Les hommes font la cuisine. Ils ne s'en vendent pas pour autant. Ils ne font pas de syndicat. Les hommes font la cuisine. La plupart des grands restaurants sont conduits par des chefs cuisiniers, des personnes qui savent tenir les cuisines, mais ils ne brandissent pas ça comme un titre de gloire. J'estime que faire la cuisine, c'est pour la famille. On n'a pas dit, on m'a mis à la cuisine, mais ce n'est pas avilissant de faire la cuisine, de nourrir quelqu'un. Il faut s'enorgueillir. Elles ont mal. Je suis resté dans la cuisine, tu allais te promener, tu nourris tes enfants, tu nourris une famille, ça te fait mal. On sait en plus qu'elles ne nourrissent pas. Bon, allez-y. Vas-y. Monsieur Kipré, vous savez, vous parlez d'une chose et de son contraire en même temps. Quand vous dites que... je vous accorde de m'injurier. Non, pas du tout, loin de là. Je dis quelque chose, je dis son contraire. Je me contredis en plein plat. Je pense que vous avez... Monsieur Kipré, lorsque vous dites que les femmes... Lorsque vous dites que les femmes, ce sont elles qui connaissent les bons coins de vente de poissons, et j'en sors, que ces femmes-là restent dehors et aujourd'hui c'est la servante qui fait à manger, qui fait ceci. Monsieur Kipré, vous serez d'accord avec moi aujourd'hui que lorsque vous mettez votre fille à l'école et que vous dites, toi tu dois avoir l'éducation, il faut que tu aies ceci, il faut que tu aies cela. Demain, cette jeune fille, elle va se marier. Elle sortira le matin à la même heure que son mari. Elle rentrera le soir à la même heure que son mari. Il faut bien, en tant que leader et manager de son foyer, il faut bien qu'il y ait des personnes derrière pour soutenir et faire que ce foyer soit aimé, agréable pour ses enfants et son mari. C'est pour cela que cette femme... Vous m'avez coupé, je ne vais pas... Non. Elle est en train de légitimer vos propos. Elle est en train de légitimer vos propos. Ou un homme qui s'occupera de la cuisine, qui s'occupera de l'entretien, mais néanmoins, en tant que manager de son foyer, cette femme, comme vous l'avez dit, supervise toutes les tâches de son foyer et gère... Non, nous ne sommes pas sur le territoire de faire la cuisine, nous sommes sur le territoire de la femme manager. Ne nous enlisons pas dans cette politique. Qui doit tout faire pour que ses enfants, son époux, vivent dans un foyer agréable. Et c'est cette femme-là, aujourd'hui, c'est de cette femme dont nous sommes en train de faire la promotion. Cela ne dit pas que cette femme ne rentre pas dans la cuisine, parce qu'un manager est une personne qui arrive à voir différentes personnes dont elle suit les tâches. Et en tant que manager, cette femme-là arrive un tant soit peu à gérer sa vie professionnelle, sa vie de couple et en plus sa vie de mère. C'est cette femme-là dont nous sommes en train de faire la promotion. Vous n'allez pas monopoliser la parole. Vous n'allez pas monopoliser la parole.
contraire. Okay. La femme qui se lève le matin et se rend au marché de Coco Vico, on ne fait pas la promotion a toujours sa petite sœur à la maison pour dire reste là et fais à manger ça c'est discutable. Et pour les parents. Parce que c'est ne restons pas dans cette polémique. Et cette femme qui veut on ne fait pas la promotion d'un bon produit. Mais elle ne va pas faire la promotion. Mettez un produit. Là, vous êtes en train de me choquer. La femme n'est pas un produit. Je suis désolée. Non, Mademoiselle Fadiga, s'il vous plaît. On va laisser Delors réagir. Et puis nous allons voilà, juste après Delors. Joël, on va laisser Delors puis après je passe la parole. Mademoiselle Fadiga. Pardon. Pendant que Mademoiselle Fadiga est en train de monopoliser la parole, je ne faisais que demander que nous sortions de cette polémique. Mademoiselle Fadiga, laissez d'abord M. Agoli. Je pense qu'il y a eu une digression. Non, pas du tout. Parce que il faut me laisser parler. Écoutez, savoir si vous ne me laissez pas parler. Nous allons. Mais on est sur un plateau de télévision ou on est dans un marché? Joël, doucement. On est où? Ok. On est sur un plateau de télévision ou on est dans un marché? Non, je ne m'énerve pas. Je ne suis pas en train de m'énerver. Mais on est sur un plateau de télévision, on n'est pas dans un marché. Je suis désolé, je ne laisse pas. Voilà. Monsieur Kipré est en train de. Mais vous ne pouvez pas. Vous allez frapper monsieur Kipré. Joël, non, on ne va pas en arriver là. On ne va pas en arriver là. Joël, donc il faut laisser les autres s'exprimer. Vous n'allez pas. Joël, vous attendez. Joël, un instant. Vous n'allez pas monopoliser la parole. Je suis désolé. Oui, c'est de la violence. Joël, Joël. Ah ben oui, non, s'il vous plaît, oui, Joël. Voilà, maintenant qu'on peut s'entendre. Maintenant qu'on peut s'entendre. Nous allons clore ce Maintenant qu'on peut s'entendre, je pense qu'il faut. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là. Si nous allons nous enliser, nous allons passer notre temps à parler de cela. Moi, je voulais revenir sur quelque chose que vous avez évoqué, qui je pense est très important et que nous n'avons pas suffisamment parlé. Vous avez parlé des violences faites aux femmes. Je pense qu'il ne serait pas bon qu'on se lève d'ici sans avoir condamné cela. Quelles que soient les positions que l'on peut avoir, l'essentiel c'est là. Quand vous avez abordé ça, il faut qu'on le dise. C'est tout à fait condamnable. Les violences faites aux femmes comme les violences faites aux hommes, je concède à Delors, n'est-ce pas, que les violences faites aux hommes d'un point de vue du foyer sont certes marginales, mais elles existent. Il faut condamner. Et il faut dire que tous les hommes qui se permettent de battre les femmes sont des hommes qui manquent d'éducation. Ça, il faut le dire. Il faut donc, moi je suis d'accord pour qu'on fasse de la sensibilisation pour que ce phénomène-là s'arrête. Dans les deux sens, qu'il s'arrête. Voilà, je pense qu'il était important de revenir là-dessus parce qu'on allait passer dessus alors que c'est très important. Merci. Alors, nous marquons une pause et nous reviendrons sur ce plateau pour la deuxième partie de Tribune Actu. Tribune Actu, quand l'information s'invite chez vous. Tribune Actu, c'est le meilleur de l'actualité sous tous ses thèmes: économie, sport, culture, société, politique. L'actualité commentée, décryptée et analysée par des professionnels de la communication et de l'information. Tribune Actu, le seul et l'unique talk show, parce que l'information précède le développement. Tribune Actu, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de Tribune Actu. Et l'actualité, c'est aussi la sortie du livre de Joël Agoli, La prison de l'amour. Delors, tu as lu ça? Oui, c'est une œuvre intéressante à lire, La prison de l'amour. C'est un roman écrit, comme on l'a dit, par Joël, qui relate une histoire d'amour entre Hervé et Clarisse, deux personnages de classe sociale opposées. Hervé qui est issu d'une famille modeste, Clarisse qui est fille de ministre de la haute société. Alors Joël, j'ai lu votre œuvre et je me rends compte qu'il y a d'abord un problème de classe sociale que vous abordez dans votre livre. Clarisse qui est issue d'une classe aisée et Hervé qui est issu d'une classe prolétaire. Est-ce qu'aujourd'hui, quand il y a vraiment avantage, je dirais, à unir ces deux classes sociales? Moi, je pense que avantage à unir ces deux classes sociales, non, mais la question ne se pose même pas. L'amour, il se présente à tous les carrefours, je dirais. Donc, il y a des contingences
matériel qui ne doit pas rentrer en ligne de compte lorsque l'on s'aime. Lorsque l'on s'aime d'un amour vrai, on ne tient pas compte des différences de tous ordres, des différences sociales, religieuses, de classe sociale et autres. Ça, ce n'est pas important. Et donc, le sujet que j'aborde dans cette œuvre-là, c'est le sujet de l'amour impossible, de l'amour dit impossible, comme je le dis dans l'œuvre, traité, bien sûr, sous l'angle de la différence de classe sociale. On aurait pu choisir un autre angle pour traiter le même sujet, mais là, c'est cet angle-là qui a été choisi. Et c'est une manière d'attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que l'amour vrai doit triompher de toutes les contingences. J'aimerais revenir sur le style contrasté. Est-ce parce que vous mettez en lumière deux classes sociales opposées que vous avez choisi tantôt de parler langage populaire, langage académique qui se côtoient dans l'œuvre? Peut-être que le style est l'émanation de ma personnalité. Voilà, parce que j'ai évolué dans des milieux différents et cela s'en ressent. Quand je fais quelque chose, c'est bien sûr ce que j'ai vécu, c'est ma manière de m'exprimer. On va dire que nous avons tous ici, sur ce plateau-là, une manière de nous exprimer, mais en tant qu'Ivoiriens, lorsque nous nous retrouvons dans la rue, nous avons une autre manière de parler, argotique. Et je pense que lorsque nous voulons faire quelque chose qui doit... moi je dis, il faut écrire pour être lu. Voilà, il ne faut pas écrire pour se faire plaisir. Il faut écrire pour être lu, pour que des gens puissent vous lire. Et donc, si vous voulez qu'on vous lise, il faut que vous puissiez coller à la réalité que les gens vivent. Et je pense que les gens, les lecteurs sont aussi friands des styles académiques, comme vous le dites, que de réalité langagière. Ce sont des influences littéraires. On a l'impression que vous avez beaucoup lu Amadou Kourouma parce que vous parlez de sexe, l'entrecuisse, téton rebelle et tout. Et on sait aussi qu'au niveau du style, il a traduit le Malinké dans Les fameux soleils des indépendances. Oui. Est-ce que vous êtes influencé par cet auteur? Je dirais, bon, pour avoir lu certaines de ses œuvres, je dirais que la lecture de Amadou Kourouma m'a marqué. Il n'y a pas que lui. On peut parler de Amadou Koné dans Les phrases de Binto. Et puis, d'un livre qui est peu connu, de Feu Diego Bailly, Secret d'État, que j'ai beaucoup aimé. Si vous le lisez, vous verrez que je m'en inspire un peu, je m'inspire un peu de ce style-là. Mais il faut dire que lorsque on traite d'un sujet, on parle de sexe, oui, parce qu'on parle d'amour. Quand on écrit la réalité. C'est une réalité que nous transposons. Et donc, moi, je ne peux pas faire abstraction de ce qui est naturel. Vous auriez voulu que je définisse des scènes sans aller jusqu'au bout, mais mon objectif est d'emmener le lecteur à traverser des émotions. Il faut qu'il pleure quand les personnages pleurent, il faut qu'il se réjouisse quand les personnages se réjouissent, donc il faut qu'il sache clairement ce qui se passe. Alors, j'ai constaté que dans votre œuvre, les deux personnages centraux, Hervé qui est issu d'un milieu social défavorisé, et Clarisse d'un milieu social en fait aisé, vous voulez unir ces deux personnes. Alors, mademoiselle Fadiga, il y a quelques années, les filles rêvaient d'épouser un homme riche. Aujourd'hui, je crois que c'est un critère aussi qui est pris en compte aussi par les hommes, parce que j'ai lu quelque part qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour dans une relation. On dit dans le jargon ivoirien, avoir sa gnani, avoir la femme qui entretient le jeune et tout, c'est devenu un phénomène même de mode et tout. Mais comme on a dit précédemment, tout est question d'éducation. Vous comprenez? Si la jeune fille a depuis son enfance mais je veux dire, est-ce que le social ne contraint pas? Le social n'a pas d'impact? Mais bien sûr, monsieur Assémian. Bien sûr. Écoute, on a dit que la pauvreté est la mère de tous les maux. Aujourd'hui, la jeune fille de classe sociale défavorisée aspire à avoir une vie meilleure que sa sortie de son bidonville. Qu'est-ce qu'il faut? Si elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école, ici dans ce roman, c'est un homme qui est pauvre, qui fait la cour à une jeune dame qui est riche. D'accord, voilà. Mais justement, autant la jeune fille recherche un homme riche, autant de nos jours, le garçon recherche une femme riche. Donc, moi je voudrais, le social est la base d'une relation. Au-delà de, je voudrais défendre mon livre justement de la tournure que nous sommes en train de prendre. Il ne faudrait
pas que Nanatem est rejeté parce que... Non, je préfère... On ne fait pas de discrétion. Vous comprendrez que je ne veux absolument pas que les téléspectateurs soient tentés de penser un seul instant que c'est un manifeste pour les gigolos. Non, il faut être clair là-dessus. Ceux qui ont lu le livre et ceux qui le liront constateront qu'il s'agit d'une histoire digne. Le personnage qui est pauvre, Hervé, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas de dignité. Hervé est un personnage tout à fait digne, qui ne va pas vers Clarisse parce qu'elle a de l'argent. Non, il l'aime sincèrement et jamais, à aucun moment de l'histoire, il ne s'en prend à elle pour cela. C'est bien elle qui le fait souffrir et non lui qui la fait souffrir et à aucun moment il ne va vers elle pour cela. Justement, je voulais rebondir sur le personnage de Clarisse, femme fatale. En tout cas, une femme qui a beaucoup de relations, qui passe d'homme en homme et qui finit par se stabiliser. Quel est le message? Une femme fatale qui finit dans un foyer heureux. Quel est le message que l'auteur voulait faire passer? Tout le monde peut changer. Pour peu que nous aimions, l'amour est ce sentiment-là qui nous amène à nous transcender. Si vous n'avez pas réussi à changer quelqu'un par d'autres moyens, par l'amour, vous y parviendrez. C'est mon avis. Donc, c'est un personnage retors, Clarisse, mais elle a été vaincue par ses sentiments, parce que ses sentiments pour Hervé l'ont contraint à devenir quelqu'un de plus sage, en définitive. Et donc, c'est un peu cela que je veux dire. Je veux mettre au-dessus de tout l'amour. L'amour vrai, l'amour pur, l'amour sincère. Il faut s'y adonner et on n'est pas déçu. Vous abordez aussi le thème de l'emploi jeune. On voit le personnage Hervé qui, avant de trouver un emploi, fait face à des propositions indécentes. Il faut forcément être recommandé dans l'œuvre. Tous ceux qui ont réussi, en tout cas la quasi-totalité des personnages qui ont réussi, ont été recommandés. Pourquoi? Regardez autour de vous, c'est à l'image de notre société. C'est à l'image de notre société depuis bien longtemps. Je l'ai dit dans le livre, pour avoir un emploi, il faut de l'expérience professionnelle. Pour avoir de l'expérience professionnelle, il faut un emploi. C'est un cercle vicieux. Et Alex, vous présenteriez volontiers ce livre-là pour le prix Caïcédra? Pourquoi pas? Surtout que le jugement serait celui des enfants. Donc un jugement débarrassé de pression sociale, financière ici, de corruption. Donc ce serait un jugement vrai, j'ai failli dire. Je suis tenté par poser une question. J'ai entendu dire par l'auteur qu'il écrivait pour que le lecteur voit exactement ce qui se passe. J'ai entendu dire aussi que j'ai envie d'être lu. La dimension un peu intimiste le fait de se soigner, le fait de savoir soi-même comme premier lecteur, je la sens un peu dissipée. Est-ce que c'est le cas? On écrit un peu pour soi. Non, elle n'est pas dissipée, loin de là. Et j'aime beaucoup votre question, c'est la question d'un auteur. Oui, parce que on écrit, moi je dis que quand on écrit, on est un artiste. Or, l'art, c'est l'expression de ce qu'on a au fond de soi. Donc, je ne m'éloigne en rien de cela. Autant je cherche à exprimer quelque chose, autant je tiens compte des lecteurs qui vont se retrouver avec ce livre-là. Parce que je me dis qu'il est tout à fait possible, et dans le second roman qui est achevé, les gens se rendront compte que j'ai écrit dans un autre style complètement différent. Il était tout à fait possible d'écrire un français qui ne soit pas compris ou qui ne soit pas lu. En général, quand on prend certaines œuvres, on a besoin d'un dictionnaire à côté. Mais je me suis dit que cela, au-delà, je ne devais pas penser à moi seul, je ne devais pas être égoïste. Au-delà de l'expression de ce que j'ai au fond de moi, de ce que j'ai envie de faire sortir, il fallait que je pense également aux autres. Parce que pour moi, écrire pour soi-même, c'est une forme d'onanisme. Je vais continuer parce que je suis embêté par le fait que au moment même de la production, vous avez votre destinataire. C'est-à-dire celui qui va lire. Au moment où... Parce que écrire, on écrit quand on écrit, c'est souffrir. Hein. Il y a un exercice qui se passe. À ce moment précis, on se passe bien de qui lira. C'est après seulement, dans le rendu, dans le ressenti des critiques sur un plateau, qu'on se rend compte qu'on en est trop fort, on a trop mis en avant les cuisses, on a trop exagéré. Mais avec vous, je constate que j'ai l'impression que déjà,
Vous avez... Oui, voilà déjà le de lecteur. compléter, de le ajouter. Quel Est-ce que ajout, vous oui. vivez cette pâturation de l'écrivain? Est-ce que vous la vivez quand vous écrivez? Parce que j'ai l'impression que le destinataire est plus important. Mais Joël, je cette crois que sa catharsis. toute première œuvre, on ne va pas, je pense pas... Non, je pense que c'est important parce qu'il bien au contraire. Bien au contraire, leur question est très importante. Non, c'est important. La question de l'écriture même. Leur question, non, je vais répondre parce que non seulement leur question est très importante, mais elle permet de me positionner, de m'affirmer et de m'assumer. J'écris en pensant effectivement au lecteur. Cela ne veut pas dire que je n'écris qu'en pensant au lecteur. Je dis que les deux facteurs sont importants, je les prends en compte lorsque j'écris. Quand je prends ma plume, je fais sortir quelque chose. Et je me relis forcément avant de sortir. Et quand je me relis, je me dis, pour que je sois mieux compris, il faut que je mette ça à la place de ça. Ça ne veut pas dire que je ne tiens compte que du lecteur. Ce n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas, je vais peut-être aller plus loin que votre question, ce n'est pas le souci d'avoir un succès commercial qui guide mon écriture. Alors, j'irai plus loin. On n'a pas plus loin. Joël. Je vais reprendre un passage de votre œuvre. À la page 76, vous écrivez « En vérité, ils étaient tous les deux prisonniers à cet instant. Lui, derrière les barreaux, incapable de changer le cours des choses et captif d'un amour impossible. Elle était otage de l'argent, condamnée à un mariage de raison, obligée de torturer l'homme qu'elle aime pour sauver les siens. La vie est-elle vraiment si injuste? Les pauvres et les riches n'auraient donc jamais le droit de s'aimer? Quoi qu'il en soit, au-delà de toutes les rêveries et vaines espérances, ils étaient tous les deux, comme bien d'autres à travers le monde, détenus dans la prison de l'amour. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui encore, beaucoup sont détenus dans cette prison? Bien sûr. Vous êtes sorti de cette prison ou bien vous êtes encore dans cette prison? Je ne voudrais pas personnaliser le débat. Permettez de ne pas me livrer à ce point. Voilà. Mais je veux dire que oui, bien sûr, je crois en ce que j'écris. Je crois en l'amour. Je le disais tout à l'heure. L'amour est ce qui nous permet de transcender toutes les barrières. Et véritablement, l'amour est forcément un facteur endogène qui est confligène. Il y a forcément des conflits dans l'amour. Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait des problèmes pour que l'amour évolue. C'est ce que j'ai essayé de montrer. Joël Agoli, Alex Cupré, Nesphore Dela, Fadiga Matine, nous avons été très heureux de vous avoir sur ce plateau. J'ai dit aussi merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.